Bienvenue sur le podcast Entrepreneur Mindset, le podcast à destination de tous les coachs, consultants et experts de l'accompagnement qui désirent se bâtir un mindset de leader et une activité prospère au service de leur vie et de leurs clients. Je suis Ludovic Gucker, fondateur de l'entreprise Kaizen Impact et nous accompagnons aujourd'hui les experts de l'accompagnement dans leur croissance tant personnelle qu'entrepreneuriale. Et si aujourd'hui, tu es en quête de te bâtir une activité, une entreprise au service de ta vie et de tes clients, mais que tu ne veux pas choisir entre argent et inspiration, épanouissement et impact, succès et alignement et vie pro et vie perso, alors je t'invite de suite à réserver une session Kaizen Diagnostic qu'on t'offre aujourd'hui avec un membre de nos équipes pour voir comment est-ce qu'on peut te servir au mieux, quelles sont les prochaines étapes pour ton développement tant personnel qu'entrepreneurial. Et bien entendu, notre intention ici est de te servir et de te donner potentiellement envie de travailler avec nous. Alors si ça t'inspire, si ça t'appelle, je t'invite à réserver de suite ton appel offert sur le lien que tu trouveras dans la description ou alors tu tapes www.ludovicgucker.fr/call. Sur ce, moi je ne t'interromps pas plus longtemps et je te laisse de suite te plonger dans cette belle interview. Bienvenue sur le podcast Entrepreneur Mindset. J'ai le plaisir d'être en compagnie de Gabriel Schiano, fondateur du Cabinet du Cœur ou Cabinet Cœur. On va pouvoir développer ça ensemble aujourd'hui. Bienvenue Gabriel, comment tu vas? Merci Ludovic, écoute, je vais très bien, merci beaucoup pour l'invitation. Avec plaisir. J'ai pris plaisir à échanger avec Julie, qui était dans les épisodes vers les 60, quelque chose comme ça. Voilà, Gabriel est le mari ou le Le mari, compagnon, ça y est, le mari, ouais, le mari, ok. depuis août, Ah, bah, félicitations. depuis 5 mois, si je me trompe Donc pas. voilà, Gabriel est le mari de Julie Bruel. Donc, j'ai passé un super bon moment, donc je pense que ça va être le cas également avec toi. Donc, Ouais, merci d'avoir j'espère, accepté l'invitation. avec plaisir. J'ai envie de te demander, bah voilà, pour les personnes qui ne te connaîtraient pas, et puis quelque part pour moi aussi, de te présenter et de nous dire un petit peu ce que tu fais aujourd'hui dans ton activité entrepreneuriale. Oui, avec plaisir. N'hésite pas à me couper ou à me poser des questions si tu veux, je rebondis ce que je développe, parce que je sais jamais quel temps Ouais, je peux prendre pour présenter un ça marche. parcours. Globalement, donc moi je suis Gabriel Schiano, je suis investisseur et entrepreneur et j'interviens maintenant auprès d'entrepreneurs, de CEO et de direction générale sur des enjeux à la fois d'optimisation financière, d'efficacité opérationnelle et de stratégie business. Donc, je travaille à la fois avec des entrepreneurs, mais aussi avec des entreprises plutôt corporate, Mhm. puisque ça fait partie de mon parcours. Moi, j'ai grandi à Tokyo, en fait, pendant 6 ans quand j'étais enfant. J'ai suivi mes parents qui étaient à l'éducation nationale et qui ont eu l'opportunité de travailler là-bas pendant un bout de leur carrière. Donc, ça a été hyper riche. J'en garde un excellent souvenir. Et je me sens parfois beaucoup plus asiatique que européen du Donc, fait. t'es né là-bas? Non, j'y suis parti de 7 ans à 13 ans. D'accord. Voilà, Ah, donc c'est fou c'était ça. du CE1 à la fin cinquième de mémoire. C'était dans une école française, hein, Mhm. mais on baignait, on habitait dans une maison traditionnelle avec porte en papier, tatami au sol. Je pouvais me débrouiller en japonais sans problème dans la rue. Donc Ok. j'en garde d'excellents souvenirs et l'Asie fait vraiment partie de moi. Ok. Donc j'ai grandi là-bas, on est rentré en France quand je suis arrivé vers les années fin collège, début lycée, pour que je fasse mon bac en France. Je sais pas si c'était la raison, mais c'est ce que je me raconte. Ouais. Mes parents avaient acheté une maison en France pendant qu'ils étaient à l'étranger, donc je pense qu'ils avaient aussi envie de rentrer dans une maison en France. Et puis voilà, moi j'ai eu du coup, j'ai adoré vivre dans une grande ville étant petit. En plus, Tokyo, c'est hyper organisé, c'est propre, c'est clean, c'est safe, c'était super. Et quand on est rentré en France, on est venu dans le sud de la France. Donc j'ai rien contre le sud de la France puisque j'y vis aujourd'hui, mais le dynamisme d'une grande ville me manquait un petit peu. Et donc, moi, j'ai eu qu'une envie, c'était de repartir dans une grande ville. Donc, je suis parti à Paris faire mes études. Mhm. Donc, je suis monté à 18 ans à Paris. J'ai fait une école d'ingé, tout ce qu'il y a de plus classique. Donc, je suis sorti en 2012 d'une école parisienne d'ingénieur. Et en fait, ce qui m'attirait le plus, moi, c'était de travailler. En fait, j'avais envie d'être dans la vie active, déjà depuis tout jeune. Donc, j'ai eu l'opportunité de signer un CDI, en fait, quand j'avais 17 ans, quand j'étais encore en terminale. Et en fait, j'ai jamais Ok. arrêté de travailler depuis. Donc, en fait, j'ai fait du temps partiel sur ma terminale, sur mes classes prépa. J'ai fait un contrat d'alternance pendant mes 3 ans de cycle ingé et j'ai fait du CDI temps plein après une fois mon diplôme en poche. Et Mhm. donc, j'ai toujours été dans la vie active. En fait, j'ai adoré ça très tôt. Donc, j'ai passé 11 ans dans une première boîte qui était plutôt dans le secteur de la téléphonie mobile.
sur des postes en retail, donc sur des enjeux en boutique. J'ai fait du contrôle de gestion aussi beaucoup. Je pense que j'étais le seul élève ingénieur à faire du contrôle de gestion en J'allais dire, alternance. c'est pas très ingénieur, ça. J'étais le seul de ma classe à faire mon alternance en fait sur des enjeux beaucoup plus business et gestion d'entreprise plutôt que Ok. sur du développement web ou de l'ingénierie automobile. Enfin, je sais plus ce que faisaient mes potes à l'époque, mais c'est vrai que j'étais le seul à être sur des enjeux de gestion d'entreprise déjà. Hmm. Et une fois mon diplôme en poche, moi j'ai travaillé dans le commerce international, toujours dans la même boîte. Donc je vendais, pour la faire très simple, des téléphones portables à l'étranger, principalement sur le continent africain, jusqu'en 2016. Et à ce moment-là, j'ai intégré un cabinet de conseil en ingénierie, donc une société de services où en gros j'avais une triple casquette, celle de recruter des équipes de consultants ingénieurs, Hmm. une casquette de commercial en fait, de prospection et de démarchage client pour trouver des missions pour ces équipes-là. Et la troisième Ouais. casquette, c'était la casquette de petit chef d'entreprise, entre guillemets, où je devais piloter mon agence d'un point de vue à la fois opérationnel et financier. Ça a super bien marché. Je me suis vraiment éclaté dans ce métier-là que je connaissais pas avant. J'ai fait 3 ans. J'ai monté une équipe de plus d'une trentaine de personnes. J'ai formé d'autres managers. Et la suite logique pour moi, c'était de me lancer à mon compte euh, parce que c'est ce qui me permettait, pour moi, de continuer de développer mes compétences professionnelles, de continuer de travailler sur moi d'un point de vue dev perso, et puis bah, de continuer de croître en termes de patrimoine financier et d'impact sur le monde. Donc voilà, donc je suis sorti du moule de l'entreprise en 2019. J'ai quitté le salariat sans trop savoir, si tu veux, on pourrait y revenir, mais sans trop savoir ce que j'allais faire, honnêtement. Parce que j'étais arrivé dans Ok. une situation qui était plus très confortable dans l'entreprise où j'étais. Et donc j'ai dit, bah, enfin, c'est le moment de partir. Et donc je suis parti sans vraiment savoir ce que j'allais faire ensuite. Et puis les choses se sont faites depuis. Donc ça fait un peu plus de 3 ans, 3 ans et demi maintenant, que je suis à Ok. mon compte. J'ai monté plusieurs structures où je suis devenu associé de plusieurs sociétés. Aujourd'hui, les deux principales que je gère encore sont Gaia Partners, qui est une société d'ingénierie énergétique, donc énergie éthique avec un H, qui accompagne les professionnels pour être autonomes en énergie. C'est des sujets d'actualité. Et Cabinet Cœur, que tu as mentionné, qui est une agence financière qui aide les entrepreneurs à mieux comprendre les règles du jeu administratif, on va dire, pour qu'ils puissent Hmm. conserver un maximum de la valeur qu'ils créent. Voilà. Moi, un de mes gros combats, c'est, on en reparlera, je pense, mais d'essayer d'éviter des impôts, des charges, des taxes que je trouve pas forcément très justifiées dans les systèmes dans lesquels on évolue aujourd'hui. Et il y a des moyens. En fait, ce qui m'a beaucoup touché, c'est qu'il existe des règles pour passer entre pas mal de mailles du filet et qu'elles sont souvent Hmm. méconnues du grand public. Et donc, voilà, à travers Cabinet Cœur, j'accompagne les entrepreneurs pour qu'ils puissent conserver un maximum de ce qu'ils créent en termes de valeur. Ok. Voilà. Et en plus de Intéressant. donc j'ai fait 14 ans en tant que salarié, j'ai investi dans une dizaine de biens immobiliers, un petit peu plus. Et voilà, je suis assez facilement trouvable sur les réseaux, LinkedIn, Instagram. En fonction des réseaux, j'ai pas forcément le même positionnement parce que selon les activités, j'ai pas le même Hmm. positionnement, mais voilà un petit peu pour tout mon parcours. Ok, merci, c'est intéressant. Je me reconnais pas mal sur ce que tu disais, non pas le Japon, puisque j'ai pas eu l'opportunité de passer le monde en France là-bas, même si franchement ça aurait été bien sympa. J'adore le Japon, c'est la culture japonaise, c'est une culture de cœur chez moi. Je crois que j'ai 5 bouquins qui parlent que du comment fonctionne le Japon, même le style vestimentaire et tout, j'aime beaucoup. Euh, mais c'est plutôt sur la partie directement trouver un travail. J'ai aussi fait tout mon parcours ingénieur en alternance pendant 5 ans. Enfin, j'ai tout fait aussi comme toi en alternance, essayer de travailler le plus vite possible pour derrière ouais être actif en fait. Donc ça me parle bien. Je trouve que c'est hyper formateur en fait. Je trouve qu'il y a plein de choses malheureusement qu'on nous apprend pas forcément à l'école. Moi, j'aime Bah bien ouais. dire qu'à l'école, à l'école, on nous apprend à apprendre, mais il y a plein de choses qu'on nous apprend pas, qu'on pourrait nous apprendre. Et du coup, c'est vrai que d'être dans la vie active, de faire des investissements assez tôt, Hmm. faire des erreurs le plus tôt possible, en fait, je trouve que c'est hyper formateur. Et à l'école, justement, on t'apprend à pas te tromper, tu sais, on t'apprend bah, Ouais. t'apprends une Faut que leçon, tout tu me soit l'as juste. récité, il faut que tu sois juste, etc. Et en fait, bah non, la vie, c'est pas comme ça. Il y a plein de up and down, il y a plein d'erreurs et d'apprentissage et je trouve que c'est hyper riche de le faire assez tôt et de Ouais, continuer de le faire. complètement.
On a cette chance en France de pouvoir faire des études en alternance et ouais, c'est un levier énorme. Enfin, Mm. on le voit tout de suite, la maturité qu'on peut prendre en étant en entreprise, en se prenant des mulots directement dans la vraie vie. Ouais, c'est de bons souvenirs. Euh, du coup, tu mentionnais, j'avais vu sur LinkedIn ton entreprise Gaia, et du coup, bah, je m'étais demandé, il n'y a pas le cabinet du cœur sur LinkedIn, et tu le dis bien qu'il y a un côté où tu présentes ça, l'autre côté tu présentes ça. Donc, tu as gardé un pied dans l'ingénierie. C'est cool. Encore un peu. Je sais pas jusqu'à quand, mais Ouais, on va dire que LinkedIn, c'est la partie corporate un peu plus policée. ouais. Et effectivement, il y a une partie des messages que je porte à titre personnel et à travers Cabinet Cœur que Hmm. je m'autorise pas, en tout cas peut-être par l'erreur, mais à porter sur LinkedIn. Tu vois, le Ok. fait de contourner un peu le système, de passer un peu à travers les mailles du filet, c'est des choses que Ouais, je ouais. porterai pas forcément sur LinkedIn. Donc effectivement, c'est pour ça que j'ai deux communications. Après, j'utilise de moins en moins LinkedIn, hein. Honnêtement, ça fait quasiment un an que je suis très actif dessus. D'accord. J'avais beaucoup fait grossir mon compte quand j'avais lancé Gaia, du coup. Hmm. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il est un peu moins actif. D'accord. Ok. Du coup, concrètement, les clients, quand ils viennent chez toi, on va parler plutôt partie cabinet cœur que Ok. la partie ingénierie, même si je pense qu'on pourrait bien tenir la discussion aussi, mais l'audience, je pense pas que ça l'intéresse forcément. Mais sur la partie plutôt du coup fiscale, DAF, la partie financière, quelle est l'erreur que tu vois le plus fréquemment chez les entrepreneurs quand ils commencent à passer d'auto-entrepreneur, par exemple, à SaaS, SARL, EURL ou que sais-je? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu vois fréquemment, que ce soit dans les statuts, dans la gestion comptable ou que sais-je, qui pourrait freiner ou être un point bloquant dès le début? Ce que j'ai parfois vu, c'est bah, justement, tu l'as mentionné, quand on passe un palier et quand on passe de auto-entrepreneur à société, c'est parfois vécu comme un problème, alors qu'en fait, c'est juste le reflet de la croissance et du développement de l'activité. Hmm. Ça peut être générateur de stress, en fait, pour les entrepreneurs euh, qui l'ont pas forcément anticipé et qui voient ça comme un problème. Le fait de passer à la TVA, le fait de passer en société, le fait de devoir prendre un comptable. Ouais, Et Et je dis pas que c'est la bonne solution pour tout le monde, mais tu vois, moi, quand je me suis lancé, je me suis directement lancé en SASU. J'ai pas voulu m'imposer de palier à mon ouais, développement. Je sais pas comment dire, tu vois, des fois, on se met comme des freins, euh, qui peuvent ralentir l'activité. Alors après, c'est une comptabilité qui est un peu plus, exigeante. Et c'est vrai que l'auto-entreprise, c'est un statut qui est simplissime, tu vois, donc tu peux facturer instantanément, t'as pas de démarche de créer un cabis, etc. Donc c'est très simple. ouais, Et en ce sens-là, ça peut fluidifier le début d'une activité. Néanmoins, il y a comme des paliers, des plafonds de verre sur la TVA, sur le passage en société, qui peuvent à un moment donné coincer aussi un petit peu, mais du coup plus tard. ouais. Donc ça, c'est un truc que j'observe beaucoup. Moi, j'aime bien commencer directement sur un statut société. Après, la question que tout le monde se pose, c'est quoi le meilleur statut? Et la réponse de Normand, c'est franchement, il n'y en a pas. Ça dépend vraiment de Ouais. ce que j'appelle la stratégie de rémunération. En fait, ça va être une des clés quand on lance une société, pour moi, c'est de bien faire la distinction entre les deux entités qui vont exister. Tu as toi en tant qu'entrepreneur, en tant que personne physique, et tu as Mhm. ta société qui va exister à part entière en tant que personne morale. Et c'est deux choses complètement distinctes. Ouais, Et quand tu vas te lancer, après, tu vas rapidement te rendre compte que un des gros enjeux, c'est de réussir à sortir du cash de l'un à l'autre. En fait, quand tu es auto-entrepreneur, tu n'as pas ce problème parce que tu es en entreprise c'est individuelle, tu n'as pas de mélangé. distinction. Ouais, Exactement. Ouais, t'es mélangé, il y a un amalgame entre les deux et du coup, tu peux te sortir l'argent instantanément quand tu le factures. Hmm. À partir du Ouais, moment où tu es une autre entité qui se crée, tu vas devoir justifier qu'il y a des flux financiers qui peuvent être faits entre les deux, en fait. Et ça va vraiment dépendre, pardon, de la stratégie de rémunération que tu veux mettre en place. Est-ce que tu veux plutôt fonctionner avec des salaires? Est-ce que tu veux plutôt fonctionner avec des dividendes? Est-ce que tu es susceptible de faire passer pas mal de frais dessus ou pas? Enfin, après, on pourra ouais. rentrer un peu plus dans les détails si tu veux. Mais, Hmm. euh, mais voilà, c'était les deux sujets qui me viennent par rapport à ta question. Et il n'y a pas forcément de meilleur statut entre les deux. Ça dépend vraiment de la stratégie de rémunération. Ok. Et C'est si tu veux, intéressant, ouais. je peux creuser après, hein. Ouais, on va pouvoir y aller, mais ce que j'aimerais, enfin, j'ai envie de rebondir, c'est le point de vue de limite.
d'état d'esprit aussi. Mm. Je pense que quand on se lance en société directement, il y a une posture entrepreneuriale qui est pas la même que si on est en auto-entreprise. Moi, je le vois. J'ai commencé en auto-entreprise parce que j'ai fait ça en parallèle de mon CDI d'ingénieur. Donc voilà, ça faisait pas non plus sens pour moi de voilà, Bien sûr. fallait tester, fallait ainsi de suite. Donc j'ai d'abord fait ça, mais je voyais une limite, ne serait-ce que tu veux faire un événement par exemple. Bon bah les frais, merde, c'est imposé. Enfin c'est directement sur tu payes les frais de l'événement plus tu payes la Exactement. TVA, enfin pas la TVA mais l'URSSAF plus l'impôt L'URSSAF, sur le revenu exactement. sur Exactement. le tout. Tu te dis merde, c'est quand même un bon frein ça. C'est quand même un peu embêtant quoi. Et oui, en fait, en auto-entreprise, tu peux pas déduire de charges. Donc, en fait, Ouais. tu es imposé sur ton chiffre d'affaires. Et donc, Mhm. quand tu commences effectivement à faire, par exemple, des événements ou des déplacements ou avoir quel que soit le type de charge ce que tu peux commencer à avoir sur une activité, en fait, tu te retrouves directement vite pénalisé. Parce qu'en fait, tu es toujours Mhm. imposé sur ton chiffre d'affaires. Bah Mais ouais, si tu as 80% de charge sur un événement, bah, en fait, tu es quand même imposé sur 100%, pas c'est sur ça. 20. Tu peux vite te tomber dans le négatif en fait sur ton event parce que t'as pas Et fait gaffe oui, à ça ou autre. Je pense que ça a déjà pu arriver à certaines personnes. bien sûr. Ouais. Mais c'est surtout d'un point de vue ambition, Et je il y a trouve aussi, aussi. bien sûr, ouais, c'est ce que j'allais dire, j'allais rebondir en plus de te Ouais, parler en tant que coach. Il y a aussi, comme tu le disais, une question de posture où, ouais. après, encore une fois, ça engendre des coûts de créer une boîte, tu vois, mais moi j'aime bien dire, c'est quoi le risque, tu vois? Le risque, c'est de payer 2 000 à 3 000 € pour 2 3 ans d'activité entre ton comptable et ta banque et quelques frais admin. Ouais. Mais il n'y a rien qui est fait qui peut être défait, tu vois. Si ça marche pas, tu pourras toujours revenir en arrière. Mais au moins, tu auras Mhm. mis toutes les chances de ton côté pour pouvoir expanser sans limite. Ouais. Alors que si tu te lances en auto-entreprise, bah, effectivement, tu peux te faire piéger sur le coût des frais. Tu peux te faire assassiner sur ton IR parce que du coup, tu es direct à l'IR en fait. Donc, dès que tu commences à bien marcher en auto-entreprise, en fait, enfin, j'ai vu des auto-entrepreneurs qui se faisaient massacrer au niveau de l'impôt sur le revenu, qui payaient des impôts à 5 chiffres parce qu'ils commençaient à bien marcher. Ah ouais, ouais, ouais. Ça peut être hyper pénalisant, tu vois. Et en Ouais. plus, comme tu le disais, en termes de posture, je trouve que c'est pas pareil quand tu as un statut de président de SASU ou de gérant de SRL et que tu es auto-entrepreneur, alors c'est bête, hein, mais ça peut contribuer aussi à comment tu te positionnes par rapport à tes fournisseurs, par rapport à un comptable, par rapport à une banque, par rapport à des Mhm. clients. Mais Ça peut aussi bouger, ouais. même sur la prospection. Enfin, Bien sûr. moi, je sais que, tu sais, il y a beaucoup d'entre-entrepreneurs qui sont coachs, qui sont dans le consulting et qui se développent, voilà, qui jouent assez petit. Mais au final, il n'y a pas vraiment entre guillemets, pression ou comment dire, Hmm. pas la pression, mais ils actent pas comme une entreprise. Ils jouent Yes. comme si c'était quelque chose où je joue, c'est un jeu à côté, quoi, un peu. Je joue Yes. petit, je me limite, je rentre, je sais pas, 1 000 € par mois, c'est bon, ça suffit. Enfin, je trouve quand tu as une entreprise, bon bah en fait, tu joues comme, enfin, ton leadership il est différent. Ouais. Tu mènes la barre complètement différemment, tu réfléchis différemment aussi, tu penses un peu plus en stratégie. Enfin, je trouve que ça change complètement les règles du jeu, même s'il n'y a pas de règles dans l'entrepreneuriat, mais il y a quand même les règles d'un point de vue légal qui Ouais, changent. bien sûr. Et tu vois ce que je te disais tout à l'heure sur la distinction entre les deux entités, personne physique, personne morale, en fait, quand effectivement, tu crées une société, tu deviens quelque part à son service, mais c'est une entité différente et du coup, tu dois agir en tant que actionnaire majoritaire et président, enfin, peu importe, tu dois agir dans les intérêts de cette personne-là. Et du coup, c'est comme s'il y avait quelque part un peu moins d'affect et Ouais, ça te poussait à aller défendre ton entreprise, tu vois. C'est plus, tu sais, des fois, on peut avoir du mal à se valoriser ou à se défendre, ou comme tu disais, à jouer petit quand ouais. il s'agit de nous. Mais là, ça permet aussi d'aider à conscientiser davantage qu'il s'agit d'une entreprise qui est potentiellement plus grande que soi et pour laquelle Hmm. on doit œuvrer. Je sais pas si Ouais, tu vois ce que je veux dire. complètement, complètement. Ça me parle vraiment. J'en parlais. J'ai fait un événement samedi, justement. C'est pour ça que je te dis les charges sur le temps. C'est l'exemple à tout près, tu vois. Euh, mais justement, il y avait un moment donné où je parlais de ça, de dissocier les deux. Et pas, quand tu es en auto-entreprise, tu dissocies pas. Alors que, et comme tu le dis, quand tu as ton entreprise où tu es président ou enfin, dirigeant Hmm. d'un autre statut ou autre, bah, en fait, tu joues pour l'entreprise et tu es à son service, en fait. Donc, Yes. il y a un peu moins, je trouve, de crainte ou en tout cas d'association à l'image. Qu'est-ce qu'on va dire de moi et ainsi de suite. Non,
C'est pour la Yes, boîte. la boîte. Ok. Comme quand on est salarié, on se mouille pour l'entreprise, on se Ouais, mouille c'est pour son ça. patron, on se bat pour une boîte. Bon, ben C'est- là, il se trouve que c'est la nôtre. Exactement, exactement. C'est intéressant. Et du coup, tu disais au début que toi, tu aimais bien trouver un peu les ficelles pour dévier, contourner, payer un peu moins d'impôts et autres. Qu'est-ce qui est le plus commun à faire ou le moins compliqué, on va dire, en termes je sais pas si on parle de montage ou j'en sais rien. Euh, alors après, ça dépend l'audience qui nous écoute. En tant qu'entrepreneur, par exemple. Ouais, Ok. Bon, déjà, une clé pour payer moins d'impôts, c'est de gagner moins d'argent. c'est pas con. C'est assez simple, mais du coup, en fait, on peut jouer. En fait, tout à l'heure, je parlais de stratégie de rémunération et j'aime bien aussi essayer de réfléchir d'un point de vue de pouvoir d'achat global. En fait, quand tu as une entreprise qui est créée et que tu peux commencer à passer des charges dessus, pas comme l'auto-entreprise, tu vas te rendre compte qu'en fait, il y a des choses que tu fais ou que tu faisais qui peuvent aller dans l'intérêt de ton entreprise. Donc, à partir du moment où ça entre dans le cadre potentiellement de l'activité de ton entreprise et dans son intérêt et dans son développement, c'est des charges qui vont pouvoir être supportées pour l'entreprise. Alors, c'est assez basique peut-être, mais j'invite vraiment les personnes qui sont entrepreneurs à conscientiser davantage l'argent qui sort de leur poche et de celle de l'entreprise et de voir s'il n'y a pas des frais qu'elles supportent aujourd'hui en tant que personne physique qui pourraient être totalement justifiés de passer sur l'entreprise. Hmm. Et en fait, ça, c'est un des premiers leviers qui est, à mon sens, très puissant parce qu'en fait, tu vas te retrouver déjà à pas avoir besoin de sortir l'argent de l'entreprise à toi, donc de pas payer de charges dessus, donc de pas payer d'IR dessus, et donc de pas forcément payer la TVA de ta poche à toi, personne physique. Ça va te permettre donc d'économiser les charges, d'économiser l'IR et de récupérer la TVA au niveau de l'entreprise, en plus de passer des charges sur l'entreprise, donc de diminuer ton bénéfice imposable, donc de Hmm. diminuer ton IS. Donc ça paraît tout bête comme ça de dire ah, je fais passer des frais sur l'entreprise, ouais c'est bon, c'est bateau. Mais en fait, quand tu vois l'impact que ça peut avoir, c'est juste énorme en fait. Donc je dis pas qu'il faut faire passer tout et n'importe quoi et des choses qui n'ont absolument rien à voir avec son activité, mais j'invite simplement les personnes à bien checker que tout ce qui peut être justifié et justifiable de passer sur la boîte est passé sur la boîte, parce que c'est un des premiers leviers à mon sens d'optimisation fiscale et d'optimisation de la stratégie de rémunération. Hmm. Ouais. On en revient tu sais, le fameux classique père riche, père pauvre, se payer en premier. Enfin, en fait, Exactement. c'est pas je prends le salaire c'est pas ça, se payer en premier. Non, Se payer en premier, c'est ce que tu dis. C'est les charges sur la boîte pour à notre service, en gros. exactement. C'est marrant que tu mentionnes ce livre, j'adore ce livre. Franchement, il a changé ma vie il y a 10 ou 12 ans, je sais plus en quelle année je l'ai lu, mais j'adore ce livre. Ouais, j'ai aussi adoré. Et Et c'est vrai que du coup, tu vois à quel point c'est puissant et enfin, je sais que beaucoup de personnes peuvent mal interpréter le se payer en premier, en tout cas le prendre pas de la mais, façon dont lui il voulait l'interpréter. En tout cas, après, je lui ai pas parlé, mais c'est comme ça que je l'ai compris, quoi. mais du coup, c'est très intéressant. J'ai rencontré plusieurs entrepreneurs qui, derrière, c'est toi le coach, c'est pas moi, tu vois, tu mets la raison que tu veux, je sais pas si c'est l'ego ou la sensation d'avoir réussi ou quoi, mais qui se sortaient de gros salaires de leurs entreprises et qui en fait ont fait Hmm. machine arrière parce que quand tu fais ça pendant un an, 2 ans, en fait, tu te rends compte que tu payes des milliers, des milliers, des milliers d'euros de charges et des milliers d'euros d'impôts sur Ouais. des fonds que t'as pas forcément nécessaire d'avoir dans ta poche à toi, en fait. Et donc, après, j'invite pas les gens à, tu vois, à vivre au strict minimum pour survivre. Tu vois, c'est pas du tout mon message, hein. Après, on a tous des besoins qui nous sont propres et là-dessus, il n'y a aucun jugement. Donc, j'invite pas les gens à se faire tout petit par rapport à l'argent, mais simplement à mettre le curseur au bon endroit de ce qu'ils ont besoin en tant que personne physique. Et après, il est aussi tout à fait possible de faire des investissements depuis l'entreprise, tu vois. Euh, si tu commences à investir dans l'immobilier, que tu montes des SCI, une holding, etc., j'entendais souvent des personnes poser des questions, ok, mais comment tu sors l'argent? Ok, mais tu veux sortir l'argent pourquoi en fait? Hmm. Oui, peut-être qu'un jour tu sortiras l'argent et tu te feras plaisir, mais tant que tu es dans une démarche de croissance, de développement, d'investissement, tu peux réinvestir tes gains en ayant des fiscalités quasiment nulles en fait. Et ça, je trouve ça hyper intéressant et hyper puissant. Et donc, Ouais. c'est la question à se poser, c'est ok, qu'est-ce qui fait que tu veux telle ou telle somme dans ta poche à toi, personne physique, et par rapport aux impacts que ça peut avoir en termes fiscal. Moi, j'ai un peu digressé, je sais pas si ça, ça répond à la question, mais c'est Ouais. un peu dans le même sujet. C'est dans le même sujet. C'est dans le même sujet. Et j'avais justement une autre question là-dessus, mais du coup, on part encore plus.
C'est pas grave. Vas-y, Si, vas-y. Vas-y, admettons, vas-y. on investit, j'ai une SCI, je la fais rentrer enfin, du coup, il y a la SCI, il y a ma boîte, il y a, du coup, une holding au-dessus qui fait les transferts, en gros. Ouais, exactement. Ça, c'est ce que je connais de base. Oui. Admettons, dans ma SCI, j'ai un immeuble, trois Mhm. appartes. Ils Mhm. font, je sais pas, 1500 euros de loyer. Mhm. Cet argent, il rentre où? Dans la holding ou il peut rentrer chez moi? Il rentre donc dans ton triptyque. Je sais pas si les gens le verront au podcast. Donc là, dans ce que tu décris, tu as ta société d'exploitation qui est ton activité, on va dire un petit peu la locomotive. Tu as ta holding au-dessus qui détient également une SCI. Ouais. Euh, et juste pour info, il faut être deux associés pour avoir une SCI, mais tu peux être toi, avoir 1% en direct et ta SCI et ta holding avoir 99%. Bref, petit détail. Du coup, c'est la Ok. SCI qui est propriétaire de l'immeuble et qui va donc encaisser les loyers. D'accord? Hmm. Au niveau de la SCI, elle va avoir des frais de fonctionnement parce que bah, il faut potentiellement aller faire des états des lieux, aller faire des visites, aller voir que tout va bien. Donc, tu vas pouvoir sortir des frais type indemnité kilométrique, toi en tant que représentant légal de la SCI. Donc ça, c'est une première méthode de sortir un peu d'argent, pas beaucoup, mais un peu d'argent de ta SCI. Après, les loyers, ils vont être sur ta SCI. La SCI, elle va se fiscaliser potentiellement à l'IS. Donc tu Ouais. vas amortir ton immeuble, enfin tu vas faire ton bilan, etc., etc. Là, après, t'as deux options principales. Soit le cash, il reste sur la SCI, tu fais grossir ta SCI, et puis bah, si tu as assez de cash, tu achètes un autre immeuble ou quoi que ce soit avec au niveau, au sein de du même véhicule, la même SCI. Hmm. Soit tu as une stratégie de diversification ou alors tu t'es associé avec d'autres personnes sur une autre SCI et du coup, il faut que l'argent il remonte dans la holding. Et donc là, tu peux avoir ce qu'on appelle le régime. Alors, soit tu fais une convention de trésorerie entre les deux, donc tu peux régir des flux financiers en fait entre les deux, modulo des intérêts de compte courant d'associés, c'est assez minime comme frais. Soit donc ça c'est la première option. La deuxième, c'est avec le régime mère-fille, en fait, tu peux remonter les bénéfices sur ta société mère, en fait. D'accord. Et donc, si ta SCI, elle est bénéficiaire, bah, tu vas remonter les dividendes sur ta sa société mère, pardon, et tu vas réintégrer, si je dis pas de bêtises, 5% de ces dividendes-là en résultat de la holding. Donc, en gros, tu vas avoir si tu remontes 100, en gros, tu vas réintégrer 5 en résultat et tu vas être imposé sur 5 au niveau de ta holding. Donc, si tu es à 15%, tu fais 15% de 5. Donc, en fait, c'est minime, en fait. Je vois. Tu payes une toute petite taxe, mais vraiment minime pour avoir remonté une grosse somme d'argent que tu peux derrière réinvestir où tu veux. D'accord. Ok. C'est intéressant. On voit qu'il y a énormément de façons de faire et surtout une diversification qui est un peu sans limite. J'ai envie de dire au sein même des entreprises. Oui. Euh, Et ouais. la fiscalité professionnelle, je la trouve personnellement plus intéressante que la fiscalité des particuliers et je la trouve moins fluctuante dans le temps. C'est-à-dire que les règles fiscales pour les entreprises, je trouve qu'elles changent moins souvent que pour les particuliers. Et quand tu payes ton IS, tu payes ton IS, t'as pas tes prélèvements sociaux qui viennent s'ajouter de plus de 17%. Si tu fais de l'immobilier en tant que personne physique en direct, tu risques de vite être rattrapé par les prélèvements sociaux qui sont à 17,2 plus ta tranche marginale d'imposition. Donc en fait, je vois des fois des gens qui ont le régime classique, tu vois, des revenus fonciers et Ouais. qui, en fait, quand tu es sur une TMI à 30, que tu rajoutes tes prélèvements sociaux, en fait, tu es à 50% d'impôt sur tes revenus fonciers. Mhm. Ouais, C'est c'est énorme. énorme. Là, c'est Ouais. énorme. Donc, si vous voulez faire de l'immobilier en direct, ce que je conseille, c'est de faire du LMNP, loueur meublé non professionnel, pour la simple et bonne raison que ça reste à vous en direct, personne physique. Vous bénéficiez des régimes de plus-value des particuliers en cas de revente. Et par contre, vous bénéficiez aussi du principe de amortissement. C'est-à-dire que tu vas venir amortir ton bien immobilier dans le temps et donc créer une charge comptable, même si c'est pas une sortie de trésor qui va venir quasiment annuler ton résultat en fait pendant 10, 20 ans. Donc c'est un Mhm. régime qui, je sais pas jusqu'à quand va perdurer, mais est très intéressant. Ouais, c'est une Sinon, belle niche, ça. c'est une très belle niche. Sinon, monter des sociétés à l'IS, euh, je trouve que c'est aussi très puissant. Ok.
Du coup, en termes d'erreur la plus fréquente, si je résume, c'est soit de rester en auto-entreprise, soit de passer en société et se verser des gros salaires. Yes. Euh, Est-ce que tu en vois d'autres qui sont assez récurrentes ou assez fréquentes? Hmm, pas qui me viennent comme ça. Non, c'est les deux principales qui Hmm, pénalisent pas mal. Enfin, elles ont un gros impact, en fait, les deux que tu as citées. ok. Et en termes de, on va dire, d'optimisation d'un point de vue des charges, admettons, je suis en SASU, ok, tu as mentionné les frais kilométriques, il y a plein d'autres charges courantes qui peuvent rentrer dedans. Est-ce que il y en a peut-être des plus exotiques auxquelles on penserait pas? Peut-être que j'ai même pas conscience ou quoi, qui... Euh, Est-ce que, par exemple, tu as une femme de ménage ou un jardinier ou des sociétés de services à la personne qui interviennent chez toi? Non. Non, ok. Il y a parfois des dirigeants. Bon, du coup, c'est un mauvais exemple. Il y a parfois des personnes qui font appel à des sociétés de services à la personne. Et en fait, ce qu'on sait pas toujours, c'est qu'on peut sortir des chèques CESU d'une entreprise Hmm. qui ne sont pas considérés comme du salaire, donc qui ne sont pas chargés en termes de cotisation sociale. Et D'accord. ça a un double avantage. Je crois qu'on peut sortir 2 000 € par an. Mais une crèche, ça passe. Tout ce que tu peux payer en chèque CESU, ça passe. Ouais, bah, la Donc après, crèche, ça peut passer. la crèche, ça peut passer? Ah ben voilà, Ouais. je m'y connais pas suffisamment, tu vois. Mais du coup, en fait, c'est ta société qui achète, alors jusqu'au plafond maximum, je crois que c'est 2 000 par an. Donc ça passe en charge au niveau de ta structure. Sauf que c'est des chèques qui sont pour toi. OK? Toi, ça te déclare pas de salaire. Tu payes Hmm. pas de charge, du coup, sociale dessus. Tu payes pas d'IR dessus. Toi, en tant que propriétaire de ces chèques CESU-là, tu vas pouvoir faire tes dépenses de femme de ménage, de crèche, etc. Et tu vas pouvoir récupérer le crédit d'impôt Ah ouais. sur ces soldes-là. Donc pareil, tu vois, c'est pas un gros truc, tu vois, ça change pas la vie, mais en fait, quand tu fais la somme de tous les petits avantages que je viens de citer, bah, l'impact Ouais. financier, il est énorme, en fait. Parce Ouais, que parce que ça, tu l'enlèves du salaire que tu te sors. Donc, en fait, exactement. bah, voilà, ça fait 2000 plus je sais pas combien de pourcents ça fait en plus pour, en termes de charges dessus, mais ouais, Yes, ça fait beaucoup au final. ça dépend du statut d'entreprise, mais Ouais. c'est 80% en SASU et 45% en SARL, Ouais. plus l'IR dessus, plus Hmm. la baisse d'IS parce que tu as quand même passé 2 000 en charge, plus le crédit d'impôt que tu récupères à titre perso, donc c'est quand même sympa, en fait. Ouais, de 2000 tu passes potentiellement à 5 6 000 € de gain, quoi. Exactement. Ouais. Exactement. Donc, c'est pas négligeable. Ouais. C'est pas négligeable. Ok. Donc, tu as les frais, tu as ça, tu as ce qu'on a dit tout à l'heure, la stratégie de rémunération. Après, c'est pas toujours pertinent, mais on peut se sortir un loyer Mhm. si on héberge sa société chez soi. À voir, parce que du coup, en tant que personne physique, il faut que tu déclares ce loyer pour être dans les clous. Moi, j'essaie quand même de toujours bien rester dans les clous, Mhm. je Ouais, oui, tiens à ça le veut dire souligner. que c'est comme, parce que, admettons, là, je suis en train de rénover une maison et bah, j'aurai mon bureau dedans et bah, du coup, je ferai tout de là. OK? Euh, Ce qui veut dire que je peux me verser un loyer, déchargé de ma société, mais ça veut dire que ma société me fait un revenu foncier. Exactement. Ça veut dire que tu vas créer une charge sur ta structure, sur ton entreprise. Ouais. Du coup, tu vas baisser son IS potentiellement, tu vois, ça va impacter ça va faire une charge, donc ça va impacter ton bénéfice, donc baisser ton IS. Par contre, toi, selon le statut fiscal que tu auras choisi, mais en tout cas, tu vas devoir déclarer ce revenu pour être dans les règles. Mhm. Donc, soit tu le déclares en micro-foncier, c'est-à-dire que c'est tout simple, tu prends la somme, tu as un abattement de 30%, il me semble, et du coup, tu es imposé dessus sur ta TMI et avec les prélèvements sociaux. Soit tu exploites, je sais pas, l'immeuble ou le bien dont tu parles en statut LMNP ou via une société, et dans ce cas-là, ça peut être différent et potentiellement plus intéressant. D'accord. Ouais, c'est un calcul à faire entre ce que je gagne d'un côté et ce que je paye comme Exactement, charge, en fait. Est-ce que je paye pas moins de charges à payer l'impôt sur la société dans la SASU tout à ou fait, payer l'IR sur mon revenu foncier au final? exactement, Ouais. exactement. Par contre, si tu es en statut LMNP et que avec les amortissements, tu arrives à gommer ce loyer, bah, potentiellement, ça te fait une sortie de cash qui est pas du tout imposée. Ouais, ouais. Bon, dans mon cas, c'est pas le cas. Il faudrait que je fasse la différence entre les deux, du coup.
Ouais, mais c'est vrai, je vois exactement ce que tu veux dire. Mais en fait, on se rend compte à quel point c'est un jeu aussi. Oui, c'est un jeu. Enfin, moi, voilà, je veux pas faire peur aux gens qui nous écoutent. Je veux pas qu'ils se disent, voilà, mais c'est trop compliqué. Moi, je me lance pas entrepreneur pour ça. C'est pas, l'idée, c'est pas du Non, tout de diluer notre énergie et notre créativité dans tous ces mécanismes-là. Mais c'est vrai que moi, je vois beaucoup plus ça comme un jeu. ouais, Il y a des outils qui sont à disposition. Moi, j'aime bien les utiliser. Après, chacun son talent. Et moi, c'est avec ça que je m'amuse, pour moi et pour mes clients. ouais. Non, non, ouais, moi j'aime bien aussi. Enfin, du coup, plus sur la partie IMO, du coup, ça me parle aussi. Hein, mais ok, très bien. Euh, à partir de quand tu penses qu'il est intéressant? Admettons, j'ai une SASU, je sais pas, 100 000 euros à l'année. À partir de quand tu penses qu'il est intéressant de commencer à investir avec sa boîte? Est-ce que pour toi, il y a un moment, alors normalement, enfin, il n'y a pas vraiment de moment, mais est-ce que pour toi, il y a un moment qui est plus opportun que l'un d'autre? Euh, Non, moi j'aime bien dire qu'il faut commencer à épargner, quelle que soit sa situation. Donc épargner, mettre de côté, et qu'après investir, on peut le faire très tôt. Je pense que autant je sais pas si tout le monde est fait pour l'entrepreneuriat, autant je pense que 100% des personnes devraient s'intéresser à l'investissement. Je suis d'accord. Parce que pour moi, c'est vraiment euh, se prendre en charge, faire le maximum pour être autonome plus tard, tu vois, et pas forcément dépendre d'un système qui est de moins en moins incertain. Et donc, pour moi, c'est vraiment une façon d'être souverain et d'être plus libre, tu vois, le fait d'investir. Maintenant, est-ce qu'il y a un meilleur moment? Bah, pour moi, c'est le plus tôt possible. Ouais. Et en fait, ce qui est important de savoir, c'est qu'on peut commencer n'importe quand et avec 50 euros par mois, tu vois. Hmm. Sauf que sur une suffisamment longue durée, avec les intérêts composés qui peuvent s'accumuler, bah, au bout d'un moment, ça peut faire des sommes qui sont beaucoup plus conséquentes que juste 50 euros par mois. Ouais. Donc, pour moi, c'est dès que possible. Et après, il y a deux façons. En fait, il y a, soit tu le fais en tant que personne physique, soit tu essayes d'utiliser quelques mécanismes qu'on vient de citer pour le faire tout ou partie sur la structure que tu es en train de créer, en fait, et que tu es en train de développer. Parce qu'une entreprise, il faut savoir qu'elle peut investir aussi dans de l'immobilier, dans du Bitcoin, par exemple, enfin, peu importe, dans des actions d'autres entreprises, dans des parts de SCPI. En fait, une entreprise, elle peut investir dans plein de choses. Hmm. C'est tout à fait légal et ça va pas à l'encontre de son activité première, mais c'est possible. C'est-à-dire que, admettons, j'ai ma SASU, là, sur 2023, j'envisage de faire 120 000 euros de chiffre d'affaires. Euh, Jamais de la vie, je sors ça, j'ai pas besoin de ça. Mhm. Il reste, je sais pas moi, 80 000 euros. Je peux potentiellement ouvrir un compte titre ou quelque chose pour la SASU qui, elle, va investir du coup à l'intérieur, quoi. Bien sûr. Après, par contre, c'est la SASU qui sera, c'est-à-dire que C'est c'est elle elle qui qui sera gagne imposée. l'argent. Exactement, c'est elle qui sera Ouais, imposée, c'est elle qui va potentiellement perdre ou gagner de l'argent, c'est elle ouais. qui sera imposée, et si jamais tu fais une grosse plus-value, l'argent, il sera toujours logé dans ton véhicule qui est ta société, il sera pas dans tes poches à toi, personne physique. Donc après, tu Hmm. auras d'autres enjeux, je vais pas dire problème, mais tu auras d'autres enjeux si jamais tu veux absolument récupérer cet argent-là, toi. Mais oui, tu peux faire ça à travers ton véhicule société. Ouais. En fait, c'est assez. L'image, c'est que tout est possible à l'intérieur, mais après, c'est OK, comment j'en sors en fait? Et c'est là où on voit qu'il y a aucune. Au final, il y a aucune barrière. Enfin, pardon, il y a aucune porte blanche, j'ai envie de dire, pour sortir sans jamais payer au Oui, final. yes. En fait, ce qu'on économise vraiment, c'est la possibilité d'investir plus à Oui, l'intérieur. C'est oui. vraiment ça en fait. Oui, parce qu'en fait, comme tu sors pas à T0, hein, après, plus tard, Ouais, si tu fais des grosses plus-values, c'est un autre sujet, mais en fait, en tout cas, ouais, à T0, comme tu te poses pas la question de sortir l'argent, du coup, tu économises les charges et ton IR à c'est ça. T0. Tu fais l'investissement au sein de ta structure, tu fais une plus-value, tu payes ton IS qui est, à mon sens, potentiellement plus intéressant que Ouais, l'IR, bien sûr. et Ouais. après, tu te poseras d'autres questions, tu vois. Et si à un moment donné, tu veux sortir une très très grosse somme d'argent de ta SASU, le principe de la flat tax, qui est un impôt fixe de Dividende. 30% en dividende, est assez intéressant, puisque pour le coup, il est fixe, en fait, quel que soit le montant. Donc, Hmm. c'est parfois, c'est pas toujours le plus intéressant. Quand on a des faibles revenus, il y a une autre méthode de déclarer les dividendes qui peut être plus intéressante. Mais quand on commence à sortir beaucoup de dividendes, ça peut être très intéressant. Ouais. Donc pour les personnes qui nous écoutent, c'est vraiment cette mécanique à comprendre. C'est
l'argent que j'ai dans mon entreprise, je peux la faire fructifier sans me faire directement amputer comme si j'investissais par moi-même en fait. C'est vraiment ça le gros point là que j'entends de ce que tu me dis. Euh, et par exemple, je fais 100 000 euros, je veux investir 100 000 euros, bon bah je sais que si je me sors ça en salaire, bah 100 000, il me reste 40. C'est ça. Même pas en fait, même pas 40 du coup. Donc je peux investir que ce qui me reste. Alors que là, je peux investir 100 000 direct. Ah bah, enfin, il y a Exactement. l'IS à payer dedans, Oui, quand même. potentiellement. Oui, oui. Potentiellement l'IS, donc il y a quand même des charges, mais potentiellement 5 fois moins, quoi, 6 fois moins. Donc c'est beaucoup plus avantageux. Et derrière, payer les gains, les sortir en flat, enfin en dividende. Donc Exactement. 30%, ce qui est beaucoup moins gros que la base. Oui, exactement. Euh, Est-ce yes. que pour les personnes qui sont un peu perdues dans tout ça, tu aurais une ressource Ouais. à recommander ou un endroit qui est, je sais pas, une chaîne YouTube ou même toi peut-être des ressources qui seraient intéressantes pour s'éduquer sur le sujet. Euh, Bah, sur Instagram, j'ai pas de nom qui me vienne en tête. Il faudrait que je regarde. Moi, il y a Michael Ferrari que j'aime beaucoup Ouais, sur YouTube. Tu vois qui c'est? ouais, bah Ouais, j'ai commencé avec lui aussi un peu. c'est vrai? Enfin Ah bah super. toute la team Anicet, Ferrari. Enfin voilà, c'était un peu à la base de là que je suis venu. Ouais, Ferrari, j'accroche beaucoup avec sa vision des choses. Je me retrouve dans beaucoup de choses. C'est celui qui me vient là quand tu me Ok, poses la question. ok. C'est Michael Ferrari sur YouTube. Il a énormément de. C'est un vieux d'internet. Hein. Enfin, Ouais, 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 c'est les c'est un premiers des infopreneurs sur le sujet. C'est ça, mais c'est très pertinent ce qu'il fait. Il m'a mis Ouais. une bonne rigueur dans mes investissements aussi, le tracking et tout. Il est très bon. Donc ouais, ok, très bien. Et Mais après, j'aime. c'est... Ouais, Vas-y, pardon. vas-y, vas-y, vas-y. Non, non, je voulais juste dire que c'est sur YouTube que moi enfin que j'ai beaucoup cherché à me former sur le sujet. Il y a énormément de personnes qui parlent de ces thématiques-là sur YouTube aussi. Yes. Et je reviens sur un tout petit peu sur ces questions d'investissement. Il y a deux Ouais. choses qui pour moi sont importantes, c'est le fait d'épargner et le fait d'investir. C'est important pour moi de faire la différence. Épargner, c'est mettre de l'argent de côté qu'on va garder en tant qu'argent. L'investissement, c'est quand tu commences à transformer ton argent en autre chose, en Hmm. espérant soit une plus-value, soit un cash flow. Et Ouais. à ce moment-là, il y a la notion de risque qui entre en compte, qui peut être plus ou moins élevée en fonction des rendements que tu veux aller chercher. Et déjà, le fait d'épargner, c'est très très bien en fait. Il y a beaucoup de messages sur les réseaux en ligne, enfin peu importe, mais il y a beaucoup de messages qui essayent de matraquer un peu pour faire culpabiliser le fait qu'il y ait de l'argent qui dorme à la banque, le fait qu'on n'en fasse rien, etc. Ce que j'ai dit pendant toute l'année 2022 et que je continue de porter aujourd'hui, c'est que c'est déjà très très bien d'épargner. Il vaut mieux perdre 10% de pouvoir d'achat sur de l'argent qui dort à la banque mais qui est disponible que Ouais. 80% de ce qu'on avait sur un mauvais investissement en fait. Donc Hmm. c'est OK aussi de plutôt que de mettre ça. Alors tout à l'heure on évoquait 100 000, tu vois, mais pour moi il n'y a pas d'obligation à mettre 100 000 dans un investissement en espérant que ce soit le bon. On peut apprendre aussi à mettre de côté au fur et à mesure, de plus en plus, et après faire des moves d'investissement avec du risque petit à petit pour voir, pour tester des choses, pour voir comment on se sent aussi, parce que bah, le fait de perdre de l'argent, c'est aussi une expérience qu'il faut expérimenter, tu vois, et il vaut mieux l'expérimenter en perdant 10 000 qu'en perdant 100 000. Donc, tu vois, pour moi, ça va step by step. Ouais. Et l'épargne, c'est hyper important, même si je suis d'accord que c'est pas une bonne stratégie de garder tout son cash à la banque en période d'hyperinflation incertaine comme on est en ce moment. Mais vous avez quand même vos euros, quoi. Vous n'avez pas changé de référentiel et vous n'avez pas autre chose que vous savez pas ce que ça vaudra demain. Ouais. Donc, il faut vraiment ramener, pour moi, de la douceur là-dedans et ne pas se flageller avec ça. C'est un chemin, hein. C'est un chemin et pour moi, il faut pas prendre de risques qu'on n'est pas prêt à supporter. Donc, j'aime bien parler d'épargne de sécurité aussi, d'avoir entre 3 et 12 mois en fonction de la situation de chacun de côté en perso. Et en fait, cette épargne de sécurité, on peut la visualiser aussi sur l'entreprise. Tu vois, si tu as des frais fixes au niveau de l'entreprise, bah, essaye de t'arranger pour avoir 3 à 12 mois en fonction Ouais. de ton business model, tu vois. Et du coup, quand tu as tes deux épargnes de sécurité, franchement, là, tu peux souffler, tu es détendu, tu peux faire des erreurs et tu peux te lancer dans l'investissement plus ou Hmm. moins intensément en fonction de ton appétence au risque.
Ouais, c'est super intelligent ce que tu dis, même d'un point de vue entrepreneurial sur la prise de décision. Enfin, je pense que si tu es sur le fil et que t'as rien en sécurité, tes décisions, elles sont drivées plus Par par, la... par la Ouais, peur, par le fait de pas louper son coup, que d'être un peu safe et se dire, bon, bah, sur 6 mois, je sais que je peux me refaire. Enfin, ouais, c'est un bon message que tu portes et c'est vrai que cash is king, hein. Faut cash toujours is en king. avoir. Faut toujours en avoir. Ah ouais, je suis totalement d'accord avec ça. L'argent, il peut débloquer beaucoup, beaucoup de situations, donc en avoir sous la main. Il y a deux façons de voir la chose. Soit c'est pour faire face à des imprévus, et il faut pouvoir faire face à des imprévus, mais c'est pas que être dans la peur d'un imprévu, c'est aussi avoir la capacité de saisir des opportunités quand elles se présentent, tu vois, pour son business, pour sa vie, pour ses investissements. Et parfois d'avoir juste 10 000 € de côté qu'on peut actionner, potentiellement ça te débloque un prix immobilier de 200 Bien 000 sûr. derrière. Et du coup, l'opportunité que tu saisis grâce à cette somme que tu avais de disponible, elle est énorme en fait. Hmm. Ouais, complètement, complètement. Je suis complètement d'accord avec toi. Les messages sur Instagram où on voit, voilà ce que tu perds, voilà machin. Ouais, mais on voit pas non plus que le prix que tu payes à être à zéro ou être avec Mm. plus juste 1 000 € sur le compte. Enfin, moi, je pourrais pas dormir, hein. Si demain Ouais, tu me bien dis sûr. j'ai que 1 000 €, perso, c'est mort, hein. Tu me mets fois 15 derrière au moins, sinon j'arrive pas à être tranquille, quoi. C'est pas possible. Mais c'est un très bon message que tu portes là. Et du coup, J'ai, pardon. ton coût d'opportunité à tout investir, oui, certes, peut-être que tu vas faire la bonne pioche et faire une grosse plus-value, mais c'est relativement rare. Timer le marché sur du court terme, c'est très compliqué. Donc, il vaut mieux avoir une vision long terme et avoir une relation plus saine vis-à-vis de l'argent et vis-à-vis de l'investissement. Euh, Ouais, et dans tous les cas, si tu veux faire un gros coup là-dessus, soit c'est des choses à levier, et dans ce cas-là, yes. c'est soit tu gagnes fois 10, soit tu perds Ouais, c'est ça. à l'inverse aussi, donc faut aussi l'assumer, hein, la perte. Soit tu es sur des choses très très volatiles. Ouais. Donc est-ce que c'est vraiment est-ce que c'est vraiment smart? Voilà, personne n'est là pour le juger, mais chacun a son niveau de risque. Ouais. Euh, j'ai Bah, du coup, l'audience, on est beaucoup sur des business d'expertise, de coaching, de consulting qui sont plutôt dans le service, plutôt des business du coup à cash flow que cash Mm. out. Donc voilà, on construit un peu rien, j'ai envie de dire. Enfin, si Mm. tu vois ce que je veux dire. C'est ce que tu veux dire. Il y a rien de tangible, on n'a pas de bureau qui se construit, il n'y a pas un brevet sur la méthode, je ne sais quoi. Il y a Ce rarement qui, de salariés. voilà, ce qui moi personnellement, avec l'état d'esprit investisseur, ça me dérange, tu vois. Ouais, je suis d'accord avec Euh, toi. Ça me dérange parce que l'énergie que je mets, c'est que pour trouver des clients. Certes, ça ramène beaucoup d'argent, mais en même temps, ça construit rien. Quelle est ta vision là-dessus, ta perspective, ou qu'est-ce que tu aurais peut-être à me conseiller, puisque si tu me le conseilles, c'est que tu le conseillerais peut-être aux autres aussi, qui ont peut-être un peu le même état d'esprit où on veut construire quelque chose. Donc voilà, j'imagine. Voilà, j'aimerais juste avoir un petit peu ton point de vue par rapport à ça. C'est un, c'est un super point que tu évoques. J'en ai jamais discuté avec personne, mais c'est un super point que tu évoques et c'est aussi ma vision où, bah, en fait, si tu t'arrêtes, le truc s'arrête. Et ça me Ouais, dérange aussi un petit peu moi, même à titre personnel. ouais. J'ai vraiment pas de réponse toute faite ou de conseil là-dessus. Ce qui me vient, c'est aussi pour ça que j'ai encore, pour l'instant, je sais pas jusqu'à quand, mais que j'ai encore gardé un pied dans le corporate, parce que Hmm, c'est une des choses qui me plaît dans cet univers-là, c'est qu'il y a des projets beaucoup plus grands qui nous dépassent, avec des équipes, des salariés, des bureaux. Donc c'est un peu old school, tu vois, pour tous les business en ligne, mais il y a une forme de professionnalisme et de choses qui restent, tu vois, même si t'es plus là. je Et ça, c'est ce comprends. que je voulais essayer de construire, ce que je veux essayer de construire avec Gaia Partners. Du coup, une fois que j'ai dit ça, moi, ce qui me vient, c'est de potentiellement d'essayer de créer un écosystème en fait qui dépasse ta simple personne et ta simple offre de service. Alors, Ouais, soit avec des associés, je dis pas forcément qu'il faut s'associer parce que c'est une aventure vraiment particulière, mais soit en s'associant, soit en créant d'autres marques et en essayant, tu sais, c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure sur toi, personne physique, et ton entreprise, personne morale, en essayant de créer un business qui soit plus 100% corrélé à ta personne, même si je sais qu'à l'ère du personal branding, c'est hyper important. ouais, Euh, euh, pour moi, c'est aussi important de créer une marque, c'est pour ça que j'ai créé Cabinet Cœur et pas Gabriel Scano Expertise, tu vois, j'en sais rien, tu ouais. vois, mais
c'est pour moi, c'est important de créer des noms qui soient pas celui de ta personne, et une marque que tu puisses potentiellement un jour revendre ou céder ou associer à autre chose de plus grand. Ça, plus le fait de potentiellement créer un écosystème, tu vois, tu fais du coaching, tu fais du marketing, tu fais de la comptabilité, j'en sais rien, un petit peu des services complémentaires Ouais, qui en plus pourraient nourrir l'écosystème tout entier, parce que du coup, un client d'une offre de service peut être un client d'une autre offre de service, et du coup, tu peux imaginer comme ça de l'upselling ou du cross-selling entre tes ouais, structures ou entre tes activités, tu vois. Ça, ouais. c'est un rêve que moi, j'avais, que pour l'instant, j'ai un peu mis en stand-by parce que je suis en train de faire plein d'autres changements dans ma vie. Mais ça, c'est vraiment quelque chose qui, moi, me bottait, d'avoir un écosystème d'offres globales pour accompagner les entreprises, quelle que soit Hmm. leur problématique. Ça me parle beaucoup. C'est aussi un peu ce que j'ai dans la tête. Sur, tu vois, tu fais de la domiciliation, tu fais de la comptabilité, tu fais du coaching, tu fais de l'office management ou de la finance, tu fais de Marketing la, digital à côté du en marketing, agence. exactement. Tu fais du marketing digital. euh, Au final, il y en a un qui l'a fait, un peu comme ça. C'est ok. Alec Henry qui me vient en tête. Qui ça, pardon? Alec Henry. Ok, Je crois qu'il a un cabinet sur tout ce qui est juridique. Il a une SMMA. Il a, je crois, un petit peu l'écosystème comme ça qui est fait. ok. Et ça, tu vois, pour le coup, ça a de la valeur. Pour moi, Ouais, ça, tu crées des marques, tu crées de la notoriété. Je pense que l'écosystème, il s'auto-nourrit de tout ce toute l'émulation que tu crées. Et ça, d'ailleurs, tu peux le revendre, tu peux faire un cash out. ouais, Tu vois, à ouais. partir du moment où ça dépend plus euh, de Ludovic ou de Gabriel uniquement, je pense que tu peux faire un cash out là-dessus. Hmm. Ouais, c'est une question moi qui me trotte depuis quelque temps là, vraiment OK, comment on fait pour construire quelque chose de solide et pas juste voilà, délivrer son service et jouer, j'ai envie de dire mais vraiment acter comme un chef enfin un entrepreneur en fait, hein, même pas un chef Yes. d'entreprise, entrepreneur vraiment. Mm. OK. Moi, j'avais ça, du coup, ouais, l'écosystème qui m'était venu et du coup, bah, forcément, l'investissement aussi, puisque au final, ça construit aussi quelque chose derrière, quoi. Bien sûr. Oui, et le fait de développer peut-être des offres, ça c'est peut-être plus ton domaine, mais de développer des offres où tu disais tout à l'heure que tu vas chercher des clients, et je sais ce que c'est l'outbound, tu vois, mais de développer aussi des offres qui sont un peu plus récurrentes et travailler en startup, ils aiment bien dire MRR, tu sais, Ouais, ton revenu récurrent, pour que tu aies moins d'efforts à fournir pour faire rentrer du CA. J'ai vu aussi des entrepreneurs faire des paiements en plusieurs fois, mais vraiment en beaucoup de fois. Et du coup, alors en partant du principe que ça va bien se passer et que les gens vont pas perdre ou bloquer leur carte bleue, mais du coup, la conséquence, c'est que tu encaisses moins tout de suite, mais par contre, ça te fait un flux récurrent sur une longue durée. Et je trouvais ça intéressant comme approche. mais un petit peu comme Moi, ta femme avec le magazine. exactement. D'ailleurs, je suis toujours pas Exactement. abonné, mais chaque fois, ça me donne envie. Et Exactement. dès que j'ai le temps, ça sera sur ça sera sûr. Mais ouais, un peu comme ça, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et du coup, c'est comme si tu te développais comme des loyers, en fait. Ouais, Alors, le magazine, c'est un très bon exemple, mais même, tu vois, sur des formations avec des tickets à 4000, bah, au lieu de prendre 4000 d'un coup, en fait, tu prends 400 sur 12 mois, tu vois. Donc, tout à l'heure, on disait cash is king, tu vois, t'as pas le paiement upfront, mais par contre, tu as une récurrence et une régularité et tu peux voir venir. Et du coup, je trouve que ça met une autre dynamique aussi dans le business. hmm. Ouais, ouais, c'est vrai, c'est intéressant ça. Et après, Euh, effectivement, les investissements sur potentiellement des produits qui peuvent faire un peu de cash flow. Donc, ça peut être de l'immobilier, ça peut être de l'usufruit de parts de SCPI, où en fait, pendant une période de 3 à 5, 7 ans, tu vas toucher des loyers. Et du coup, ça permet de booster en fait la trésorerie de ta boîte, en fait. ouais, c'est vrai. L'equity, t'as déjà touché? Un peu, ouais. Ouais. Et c'est quoi les retours que t'en as fait? Alors après, bon, tout dépend dans quoi t'as posé aussi, mais ton feedback par rapport à ça, c'est quoi? Moi, personnellement, j'aime bien. Je trouve que c'est un moyen d'être assez proche de projets au Ouais. début de leur lancement. Donc, moi, ça me touche. Je regarde encore aujourd'hui et j'ai mis quelques tickets dans des boîtes, principalement dans l'impact. Parce que moi, à travers Gaia Partners, j'étais très focalisé sur créer un écosystème de boîtes dans la transition énergétique, dans la transition environnementale. Donc, c'est vraiment un Mhm. secteur dans lequel je me suis plongé depuis un peu plus de 3 ans et que je regarde encore aujourd'hui de près. Euh, j'ai
J'ai pas de retour parce que je suis pas sorti encore des boîtes dans lesquelles j'ai mis des tickets. D'accord. Donc il y en a que j'ai fait via des sociétés et il y en a que j'ai fait en direct parce que ça offrait via le dispositif Madelin de la défisc en fait. D'accord, Donc ouais, en je fait, vois. tu défiscalisais 18 à 25% de la somme que tu investissais dans les boîtes. Hmm. Ouais, Donc pour l'instant, j'en suis pas sorti. Donc bon, ben, je vais pas t'en dire ouais. plus, mais en tout cas, j'ai eu plaisir à le faire. Ouais, 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 ouais. Moi, j'aime aussi beaucoup étudier les dossiers et ainsi de suite. Donc, moi, ça m'attire aussi. Ok. Et tu passes par des plateformes spécifiques ou ouais, des Alors il y clubs. a plutôt des plateformes. D'accord. Celles qui me viennent, il y a quoi? Il y a SoWeFund, il y a Crowdcube, Caption. Ouais, je connaissais Il y en a Caption. plein. Il Ouais, y a vraiment plein de plateformes. Et après, moi, dans mon titre, j'ai investisseur et entrepreneur. Et en fait, j'ai aussi beaucoup de personnes qui viennent me voir pour quand ils cherchent des fonds. ouais, Et en général, je prends toujours le temps d'échanger avec les gens, même si le secteur m'intéresse pas trop, parce que ça me plaît de rencontrer des gens, de voir des projets pitchés. ouais. Euh, donc ça m'intéresse. En général, je mets pas des tickets dans autre chose que dans l'impact, en tout cas pas en ce Hmm. moment. Mais il y a aussi beaucoup de deals entrants qui arrivent à moi comme ça. Cool. C'est intéressant ça. Je suis de près là le Blast Club de Anthony Bourbon. Je sais pas Ok. si ça te parle. Ouais. Mais ouais, là, je trouve la démarche intéressante et ouais, être au cœur des projets directement dès le départ. Enfin, ouais, je trouve que c'est prenant. Ok, ça me parle bien. Et après, potentiellement, tu peux prendre des billes dans des boîtes à qui tu peux aussi vendre des services, tu vois. Et du coup, tu es à la fois actionnaire et fournisseur. Et du Ouais, coup, ça peut être aussi un moyen de récupérer ta mise, en fait. C'est du service contre equity, en fait. Donc, soit tu le fais, soit il n'y a pas de transfert financier, tu vois, c'est un contrat. En fait, tu accompagnes la boîte gratuitement contre des parts. Soit, en fait, tu mets un ticket, tu prends des parts et par contre, derrière elle, il y a un contrat de prestation où elle te paye. bah tu vois, c'est ce que Maxime Meyassou, je sais pas si tu vois qui c'est. Ouais, très Euh, bien. ouais, bah il était passé sur le podcast il y a 2 Ah, épisodes là. super. Ah, bah, super, je vais l'écouter. Et il parlait de ça justement, qu'à un moment donné, ils étaient bloqués, enfin pas bloqués, mais ils se sont dit pourquoi pas on prendrait des parts dans les sociétés qu'on Hmm. accompagne. Et c'est Ouais. comme ça qu'il a eu l'idée de faire sa boîte avec Equity Family, truc comme ça. Donc ouais, c'est intéressant. Tellement de possibilités. Ouais, Donc c'est infini, c'est infini. ouais, Après, c'est faut faire ce qui nous parle, il faut faire ce qui nous plaît, il faut faire ce qui nous met en joie et ce qui est juste pour soi, juste pour le monde, pour créer un monde meilleur et pas essayer de se comparer à celui qui a ouais, réussi en complètement. faisant autrement. Enfin voilà, après, il faut rester simple aussi, hein. Mhm. Mais il y a Ouais, plein de complètement. possibilités. Ouais. Euh, j'ai envie de te demander un petit peu s'il y avait des sources d'inspiration qui ont vraiment marqué ton parcours entrepreneurial ou des personnes qui ont vraiment contribué à ce que à ce que tu en es là où tu en es aujourd'hui. Hmm. Bah, franchement, Père riche, Père pauvre, moi j'estime vraiment que ça a changé ma vie il y a plus de 10 ans. Donc c'est un bouquin, ça coûte vraiment pas cher. S'il y en a qui nous écoutent, qui l'ont pas lu, vraiment, je le recommande. Et il y a d'autres bouquins de Robert Kiyosaki qui sont hyper intéressants, comme le cadran du cash flow Hmm. ou d'autres. Je trouve que c'est des enseignements hyper intéressants. Même s'ils commencent à dater, ils sont toujours d'actualité encore aujourd'hui. Je trouve ça vraiment intéressant. Je l'ai lu 2 fois, je crois, Père riche, Père pauvre. Hmm. Euh, Ça a été un gros déclic pour moi parce que en fait, quand j'étais ado, je plaisantais avec ça, mais je disais toujours que je voulais être rentier. Et mon père, il se foutait de moi. Et quand j'ai dit que je voulais acheter un appart, il m'a dit non, non, mais attends, déjà, achète ta résidence principale et qu'est-ce que tu racontes? T'es étudiant à Paris et dans un appart. Et moi, en fait, je voyais le loyer, je payais quasiment 1 000 € par mois de loyer pendant 5 ans. Je me disais, attends, mais c'est trop bête, on pourrait acheter un appart, moi, je pourrais être locataire. Enfin, il y a un truc à faire, c'est quand même des beaux apparts, des beaux immeubles. Je voulais de l'immobilier, tu vois. Moi, c'était petit, je voulais ça. Et j'ai pas eu le sentiment d'être entendu, en tout cas par mon père. Ouais. Euh, et pour l'anecdote, moi, mes premiers investissements, je les ai faits, il y a que mes grands-parents qui étaient au courant. Mes parents, ils n'étaient pas au courant quand j'ai acheté mes premiers apparts. Donc j'ai fait ça un peu dans mon coin et je leur ai dit que beaucoup, beaucoup plus tard. Ok. Bref, je sais pas pourquoi j'en suis arrivé à te parler de ça, mais tout ça pour dire que Père riche, Père pauvre, c'est un excellent enseignement.
Et tu vois, tout à l'heure, on parlait des raisons pour lesquelles on fait ce qu'on fait, et c'est important, à mon sens, de ne pas se comparer ou de trop s'identifier à des gens qui fonctionnent pas forcément comme nous et qui en sont pas là où on en est. Quand j'ai quitté ma première boîte en 2016, j'étais avec une autre personne à ce moment-là, une famille d'entrepreneurs qui marchait bien et j'ai eu envie de monter une salle de sport à ce moment-là. Donc en fait, j'ai mis Ok. avec mon chèque de départ en 2016, j'ai tout mis, j'ai fait all-in sur un droit de franchise d'une franchise de salle de sport, mais j'étais pas entrepreneur dans l'âme, tu vois, j'avais trois apparts, tu vois, mais j'étais pas du tout entrepreneur dans l'âme. J'ai mis un ticket comme si j'avais pas le contenant intérieur pour garder ces sous-là, tu vois. Et en fait, ils sont arrivés sur mon compte le jour où je suis sorti de la boîte. Je les ai remis dans une franchise douteuse de salle de sport parce que je m'identifiais quelque part et je voulais faire comme, tu vois, le beau-père de l'époque euh, et être entrepreneur et être successful et réussir et c'était que des mauvaises raisons. Quand j'y repense, c'était vraiment que des mauvaises raisons. Et donc ça aussi, c'est un des enseignements. Tu vois, j'ai perdu 15 000 balles dans l'affaire. Euh, la franchise s'est cassée la gueule, elle s'est mise en redressement judiciaire quelques mois après. Enfin, il n'y a rien Hmm. qui allait dans ce move-là, tu vois. Ouais. Euh, et pour moi, c'est juste révélateur de ce que je faisais à ce moment-là. C'était pas du tout pour les bonnes raisons, en fait. Je voulais copier, je voulais être comme, je voulais faire des choses qui me correspondaient pas à ce moment-là. Euh, donc ça, c'est une deuxième chose aussi, c'est que par la suite, j'espère avoir fait les choses un peu mieux, Ouais. en tout cas pour des meilleures raisons. Donc voilà, ça aussi, c'était un passage important en 2016 pour moi, qui n'était pas forcément très agréable, mais Mais t'as qui appris a beaucoup été de choses, je pense. important, mais qui a été important ouais, dans ma vie d'entrepreneur plus tard. Ok. Merci pour le partage. Ouais, on voit qu'on fait tous des erreurs à un moment donné aussi avec. Ah bah oui, oui, c'est sûr. C'est obligatoire et c'est là qu'on apprend le plus. Donc, faut aussi en faire. Faut s'autoriser à en faire. Yes. J'aime bien, je sais plus, Xavier Niel qui disait, moi je finance que les échecs. Il Très disait bon. ça. Donc, ouais, ça donne l'image. Euh, Est-ce qu'il y a une question que je t'ai pas posée et que tu aurais bien aimé que je te pose? Ah, c'est marrant, c'est ce que je demandais aux candidats que j'interviewais quand je faisais Ah ouais? passer des entretiens. Ouais. Ok. Ah ouais, du coup, je m'étais pas du tout préparé à celle-là. Bah, à aucune autre d'ailleurs. Euh, j'en ai pas qui me vient, je suis désolé. C'est pas grave. Ça veut dire qu'on a répondu à toutes les questions. Intéressantes. En tout cas, j'ai passé un Voilà. très bon moment avec toi. Ça, c'est Super. sûr. Bah, moi aussi, franchement. C'est ce que je m'attendais. Donc, génial. Du coup, tu as mentionné qu'on te retrouvait sur LinkedIn. Je mettrai les liens LinkedIn, Instagram, le site Cabinmaker. Est-ce qu'il y a autre chose que tu aimerais que je mentionne ou qu'on mentionne ici? Non, t'as fait la liste, c'est très bien. Ok, parfait. Super. J'ai toujours une question que je demande et qui nous a amené à être ensemble. C'est qui est-ce que tu aimerais bien voir passer après toi sur ce podcast? Ben moi, il y a une personne avec qui j'aime beaucoup travailler, qui est du coup une de mes clientes et qui s'appelle Anne-Claire Méret, que tu connais peut-être des réseaux. Et donc, si tu souhaites aller voir ce qu'elle fait et que ça t'inspire, tu pourras, je pense, l'interviewer. Elle est très accessible, très sympa. Elle partage pas mal de valeurs qui me touchent aussi sur la liberté, la souveraineté, le fait de créer son Hmm. propre chemin à travers tout ça. Et voilà, si ça te parle un petit peu ce qu'elle fait sur son compte, n'hésite pas. Ok, super. Bah, j'irai voir. Je suis pas Anne-Claire sûr de Méret, M-E-R-E-T. MRT. Ok. Je suis pas sûr de la connaître, mais c'est possible que je l'ai déjà sur les réseaux. Je vais aller voir ça. Merci beaucoup. En tout cas, j'ai vraiment apprécié l'échange qu'on a pu avoir. C'est un sujet que j'adore. Je pense qu'on pourrait encore parler pendant une heure Ouais, je de crois. divers invests. On n'a pas parlé de crypto. Ah, c'est vrai, c'est vrai. On n'a même pas parlé de crypto et je suis à fond en plus. Du coup, tu vois, à côté de moi, j'ai encore la Ledger. Tu vois. Ah, super. Très important la ledger. Donc, ouais, je pense qu'on pourrait encore parler pendant une heure, mais ça sera peut-être l'occasion de faire un autre épisode, un autre moment. Donc, why not? Avec plaisir. Merci beaucoup pour ton temps. Merci bah, pour les auditeurs qui nous ont écoutés. Et si vous avez des questions, bah, sentez-vous libre Yes. d'aller chez Gabriel directement ou si c'est des choses que je peux répondre, bah, ça sera aussi avec plaisir. Et sur ce, bah, on se dit au prochain épisode. À plus. Ciao.